Dans la vidéo précédente, nous avons vu le cas de la traction-compression. Alors j'avais uniquement présenté des résultats d'essais de traction. Il faut savoir que pour les essais de compression, c'est exactement la même chose. Donc tout ce qui a été dit dans la vidéo précédente est valable dans les deux cas. Maintenant, nous allons un peu préciser ce qu'on a vu, à savoir les notions de contrainte et de déformation. Alors, si je veux étudier l'effort interne qui s'exerce à l'intérieur de mon solide, donc je vais le couper virtuellement en deux, je vais garder uniquement un côté, par exemple le côté 1, et ici en fait comme c'est un effort interne, si je regarde chaque point de matière, donc une toute petite surface ds, je vais voir une toute petite force qui va être notée dFi ici. Et donc, cette force interne, elle agit sur une petite surface. Cette force est dite force de cohésion, c'est une force interne. La force globale qui transite à l'intérieur de la matière, c'est l'effort F, quel que soit l'endroit où je regarde. Donc si je somme toutes les petites forces ici, je vais retrouver la force F. Lorsque je suis en traction ou en compression, ma force est répartie de manière homogène à l'intérieur de la matière, c'est-à-dire que l'effort dFi est le même quel que soit le point considéré au niveau de la surface S. Globalement, la contrainte sigma, on a vu précédemment l'unité des mégapascales, c'est la force F qui transite entièrement au niveau de la surface S, donc elle va être définie comme une pression, comme une force sur une surface. Pour avoir des mégapascales, j'ai besoin d'exprimer une force en newton, une surface en millimètres carrés. Pourquoi on n'a pas gardé l'unité du système international, à savoir des pascals? Parce que là, les efforts mis en jeu sont extrêmement importants, donc le niveau de contrainte est extrêmement important, sinon on parlerait de chiffres avec des valeurs de l'ordre du million de pascal, donc c'est plus simple d'utiliser le mégapascal. On peut exprimer la contrainte à l'intérieur de la matière. Ici, on voit que la contrainte ne sera pas répartie de manière uniforme. C'est toujours pareil, c'est un essai de traction, mais on a fait deux trous à l'intérieur et on se rend compte que juste ces perçages-là modifient la contrainte que l'on a à l'intérieur. On ne peut pas calculer ça à la main, donc on utilise la simulation numérique pour en déduire une carte de contrainte, et si la contrainte localement devient trop forte par rapport à la limite de la pièce, souvenez-vous le fameux RE, alors on aura des défauts qui vont être créés à l'intérieur de la matière, donc des problèmes qui vont apparaître. Ce phénomène, ici, où on a une valeur de contrainte qui augmente très localement, ça s'appelle un phénomène de concentration de contrainte, c'est dû à la géométrie. Alors, si je veux que ma pièce résiste, on se dit que chercher l'ultime limite, à savoir RE, c'est peut-être un petit peu gonflé, c'est peut-être un petit peu présomptueux, parce que si on se trompe un petit peu dans les calculs et qu'on cherche à être juste à la limite, on risque d'être légèrement supérieur, et donc on abîmera la matière, alors qu'on pensait, si on s'est loupé sur nos prévisions, on pensait que c'était bon, et finalement, on se loupe. Donc on va appliquer ce qui s'appelle un coefficient de sécurité, il peut être noté K, et K, généralement, il vaut entre 2 et 10. 2 généralement pour des objets courants, par exemple de l'électroménager. 10, ça va être plutôt dans l'aéronautique, où on veut vraiment surdimensionner le système. On veut être sûr, s'il y a un problème qui se passe en altitude, dans un avion, on veut être sûr que l'avion résiste, et comme ça on peut s'être trompé d'un facteur de 10. Ça peut être très intéressant et d'être sûr que ça résiste. Donc à partir de la valeur de RE et de la valeur de K, on divise RE par K et on obtient le RPE. Cet acronyme désigne résistance pratique élastique. Concrètement, j'ai RE, je suis sûr de vouloir rester dans la zone verte, mais pas juste en limite, largement en dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt définir le RPE à partir d'un coefficient de sécurité. Dans cet exemple, on a un coefficient de sécurité qui semble être de 2 parce que RPE est 2 fois plus petit que RE. Concrètement, ça veut dire que notre contrainte, ici, dans la matière, quel que soit le point que l'on considère dans le matériau, devra toujours être strictement inférieur, voire égal,
à la valeur du RPE quand ce sera défini. En fait, c'est une valeur de résistance élastique, mais diminuée par l'intermédiaire du coefficient de sécurité. Ça correspond à ça. Alors, on continue dans la zone élastique. On se rend compte qu'on a un comportement linéaire. Donc, on peut définir l'équation de l'ordonnée en fonction de l'abscisse par une droite du type y est égale à ax. Plus b, ouais, mais le b, il passe par 0, donc c'est directement y égale à ax. A, c'est le coefficient directeur. Un coefficient directeur, c'est pris comment? On avance pour un abscisse de 1 et on regarde combien on augmente ou on diminue en ordonnée. Donc, voilà comment est défini un paramètre qui va s'appeler le module Young. Donc, plutôt que de l'appeler A, on l'appelle grand E. Ici, j'exprime des pourcentages. Donc, mon 1, c'est en fait 100%. 100 divisé par 100, ça me donne bien 1. Donc, voilà. Et le Y, en fait, il s'appelle sigma. Le X, il s'appelle epsilon. Donc, j'ai une relation qui s'écrit sigma est égal à grand E, le module Young, fois epsilon. Epsilon, ça n'a pas d'unité, c'est un pourcentage. Sigma, son unité, c'est des mégapascales. Donc, grand E, son unité, c'est des mégapascales. Maintenant, si je regarde différents matériaux, je me rends compte que, en fait, la valeur de ce module Young varie d'un matériau à l'autre. Je prends les deux extrêmes. Le matériau qui a le E le plus faible, c'est dans la famille des élastomères. Le matériau qui a le E le plus important, c'est dans la famille, ce qu'on appelle des carbures métalliques. Ce sont des matériaux qui sont utilisés pour couper des pièces. Pour bien comprendre ces différences d'un matériau à l'autre, je vais vous expliquer pourquoi, par exemple, l'élastomère a le E le plus faible et pourquoi les carbures métalliques ont le E le plus élevé. En fait, le E, c'est le coefficient directeur. Donc, je prends deux matériaux différents. Un matériau dont le comportement est donné par la droite verte. Après, je regarde pas ce qui se passe après. Et un matériau dont le comportement est donné par la droite bleue. Le matériau qui est donné par la droite bleue aura la valeur de E le plus important comparé au matériau vert. Donc, par exemple, si je vise une certaine valeur de contrainte, je vois que le matériau bleu a une déformation, donc en abscisse, je m'arrête ici, en abscisse a une déformation plus faible que le matériau qui est donné par la courbe verte qui aura une déformation en abscisse beaucoup plus importante. Donc en gros, c'est la rigidité du matériau. Donc l'élastomère est beaucoup moins rigide que, par exemple, de l'aluminium, que de l'acier. Par exemple, l'acier, ça commence à 17 000 décanewtons par millimètre carré. Un déca, c'est 10 newtons, donc ça fait 170 000 newtons par millimètre carré, donc 170 000 mégapascales. À titre de comparaison, l'aluminium, l'alliage d'aluminium, a un E, un module Young de 70 000. Donc c'est beaucoup plus faible. La rigidité de l'alliage d'aluminium est beaucoup plus faible que celle de l'acier. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça dans le cas de la traction. Donc ici, on a une éprouvette sur laquelle on va tirer. La section fait 16 de haut sur 10 de côté, en millimètres, bien entendu. On exerce une force de 3000 newtons et on veut calculer déjà la contrainte qui va s'appliquer sur cette section. La contrainte, donc, c'est la force 3000 newtons divisée par la surface. Et la surface, c'est 10 fois 16. Ici, je suis bien en newton, ici, je suis bien en millimètres carrés. Donc, j'obtiens 18,75 mégapascales. Je veux savoir si la condition de résistance est validée avec un coefficient de sécurité de 10. Alors ici, vous n'avez pas à le savoir, mais on vous dit c'est un S355, ça veut dire que ça résiste jusqu'à 355 mégapascales. Donc sa résistance élastique est de 355 mégapascales. À partir de cette information, on peut définir le RPE, qui est la résistance élastique
donc 355, sur K, le coefficient de sécurité qui vaut 10, donc ça me fait 35,5 mégapascal. Dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il résiste jusqu'à 355 mégapascal, moi je dois être sûr que mon matériau résistera avec mon coefficient de sécurité jusqu'à une contrainte de 35,5 mégapascal. Là, je me rends compte que la contrainte dans la pièce est de 18, presque 19, donc c'est largement inférieur à la valeur limite à ne pas dépasser. Cette pièce résistera bien. En conclusion de cette vidéo, il faut retenir la relation dans la zone élastique, la zone dans laquelle on veut rester. Sigma est égal à E fois epsilon. E étant le module de Young, on connaît les unités. Et ensuite, deuxième relation, sigma est égal à F divisé par S. Je vous remercie de votre attention.